recruter en automatique dans mon marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est des relations. C'est impossible de lier les deux. J'ai hâte qu'il m'explique ça, monsieur Merrill. Je te souhaite la bienvenue dans cet épisode de podcast, la face cachée du MLM. Là, tu t'apprêtes à avoir une conversation que j'ai eue avec Meryl Camus. Son nom te dit sûrement quelque chose si tu es souvent sur Facebook. Meryl, il a fondé Funnel Network et il accompagne des distributeurs MLM à recruter et vendre via des techniques de marketing digital et des systèmes de tunnels de vente. Il a atteint le top 1% de 2 sociétés MLM. Et cette année, il a accompagné plus de 200 clients et formé plus de 15 000 personnes. Alors, dans cet épisode, ce que tu vas découvrir et apprendre, Meryl va revenir sur recruter en automatique, marketing relationnel, un métier de relation, comment ça peut vivre ensemble, est-ce que du coup, en recrutant en automatique, on enlève le relationnel ? Meryl reviendra à ce sujet. Il y a un autre mot dans le marketing de réseau que tu connais, c'est un système duplicable. Ouais, mais les tunnels de vente, c'est pas vraiment duplicable, si ou pas? Meryl reviendra là-dessus. Après, ce qu'on verra, c'est les différences entre quelqu'un qui va réussir avec son système de tunnel de vente de marketing digital et quelqu'un qui va pas réussir. J'ai posé une question assez spécifique aussi, c'est comment un leader qui aujourd'hui dans sa downline a beaucoup de personnes qu'il a accompagné avec des techniques de prospection traditionnelle, comment aujourd'hui il peut arriver avec un système de tunnel de vente? Qu'est-ce qu'il conseillerait à ce leader? C'est une question qui m'a intéressé beaucoup pour beaucoup de personnes, et comment effectuer une transition facile. Et Meryl reviendra aussi sur les autres objections qu'il a de la part de personnes. Et tout de suite, Meryl va te raconter une de ses pires anecdotes avec les méthodes de prospection traditionnelles. Je crois que la pire anecdote sur les techniques de prospection traditionnelles, je crois que c'est la fois où j'avais emprunté la Clio de ma mère, parce que je n'avais pas de voiture à ce moment-là, et j'avais roulé 1 heure sous la neige pour me rendre à un home event, donc un petit événement où il devait y avoir des gens qui organisaient. Donc tu la vois venir, la chute. J'arrive, bon, ça va, on était une dizaine quand même. Donc mes distributeurs avaient invité des prospects, j'étais là pour présenter, c'était top. Sauf qu'en fait, sur les 10 personnes de présentes, il y en avait 8 qui croyaient qu'elles venaient pour boire l'apéro et 2 qui s'en foutaient complètement de ce que j'allais raconter. Et donc, ça fait 1 heure aller plus 1 heure retour sur la neige à passer une soirée pour au final me dire que putain, j'ai encore perdu du temps pour rien. J'étais en face de gens qui n'étaient pas intéressés, alors que je sais que quelque part sur cette terre, il y a des gens qui ont envie de savoir ce que je raconte. Mais juste, c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic de dire j'en ai marre de perdre mon temps et maintenant j'ai envie de m'intéresser qu'à des gens qui sont intéressés de base par ce que j'ai raconté. Ça a été l'événement qui a un peu lancé ton déclic? Ouais, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir comment présenter à la quantité, et comment maintenant commencer à filtrer les prospects pour avoir des gens intéressés en face de moi. Ah, mais c'est génial que tu aies eu ce déclic après cet événement, parce que moi j'ai vécu un peu la même chose. J'avais un distributeur à Lille, j'habitais à Paris à l'époque, et j'ai perdu du temps. Il y avait 7 personnes mais qui étaient là pour l'apéro. Donc je compatis. Euh, D'habitude, comme d'habitude, tu vois, au début du podcast, on demande à l'autre de te présenter. Au lieu de te poser une question bateau, alors Meryl, est-ce que tu peux te présenter? Je me suis beaucoup nourri de certains commentaires sur Facebook. Donc, je cite Meryl: si vous aviez vraiment été top 1% de 2 sociétés, je ne vois pas pour quelle raison vous quitteriez cette entreprise pour aller papillonner dans d'autres. Faites attention à ce que vous dites si vous voulez être pris au sérieux. Donc, Ah, du coup, tu rentres directement dans le dur, ça me plaît. Tu veux que je réponde à ça? non, pas répondre, mais un peu voilà, te présenter les 2 sociétés, qu'est-ce qui explique aussi que tu as quitté ces sociétés, quoi. Ok. Euh, Déjà, les gens font souvent une fixette quand je dis que je fais top 1% mondial de 2 sociétés. J'aimerais dédramatiser en fait. Enfin, top 1%, c'est très bien. C'est mieux que rien du tout, mais c'est pas si extraordinaire que ça. Par définition, quelqu'un qui est top 1%, ça veut dire qu'il est meilleur que 99% des gens. Or, 99% des gens ne gagnent pas d'argent ou peu d'argent dans le marketing de réseau. Déjà, tu comprends. Et en fait, suivant les compagnies, pour faire top 1%, il faut à peu près avoir 500 distributeurs dans son MLM. En ce qui me concerne, j'en avais plus de 4000. Et encore, ça, c'est juste mon compte. La vérité, c'est que je travaillais comme cul et chemise avec mon coloc, qui lui était le numéro 1 français et qui avait 11 000 personnes. C'est comme si je gérais 11 000. On l'a fait à deux.
Moi, j'avais mon équipe, évidemment. Ce que je veux dire, c'est qu'on avait des milliers de distributeurs, donc j'étais pas top 1%, j'étais top 0,01%. Tu vois. Donc déjà, faut enlever ce mythe-là, c'est largement accessible. Et les gens confondent top 1% et numéro 1 mondial, déjà. Maintenant, je l'ai fait dans 2 compagnies parce que la première, elle a fermé ses portes en Europe après quelques années d'activité. Donc, je n'allais pas rester sans rien, quoi. Donc, j'ai démarré avec une deuxième compagnie où là, j'ai refait la même chose. Grosso modo, c'est ça. Et c'était quoi la suite? C'était pourquoi ensuite papillonner? Enfin, voilà, c'est juste, j'étais pas défocus sur plusieurs MLM. C'est que j'en ai fait une, elle a arrêté, puis l'autre. Et il n'y a rien de plus classique en MLM que de faire plus d'une compagnie, en fait. Et il y a aussi ta deuxième compagnie, je crois, qui a fermé ses portes en Europe. Donc tu pouvais plus exercer après. Ouais, c'est ça. La première compagnie a fermé ses Première, portes. Ouais. ok. La deuxième s'est fait racheter, en fait. D'accord, ok. Ça Entre marche. les deux, j'ai fait une petite transition par une compagnie qui en fait était une escroquerie. C'était un système de Ponzi. Donc j'en suis pas fier. En général, j'en parle pas. Donc ça fait plutôt 3 expériences. Bah, de toute façon, c'est par l'expérience qu'on apprend, hein. Moi aussi, j'ai raconté assez ouvertement que je m'étais fait avoir dans un Ponzi. C'est une vieille affaire de recyclage en Pologne. Je voudrais revenir aussi au moment où tout bascule. Donc là, tu as, ta fameuse soirée avec la Clio de ta mère. Ouais, tu reviens, tu as perdu du temps, donc de l'argent. C'est quoi t'as une vision qui se crée? C'est quoi ton plan d'action derrière ça? À ce moment-là, tu sais, ça remonte à quelques années, hein. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je sais que j'ai commencé à vouloir travailler plus intelligemment. C'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé à créer notre premier site internet, déjà pour éduquer nos prospects, parce que pendant nos nouveaux distributeurs plutôt, pour assurer la duplication. On a créé des outils en fait, histoire d'être plus outil dépendant que upline dépendant, tu vois. Et avant, on faisait circuler des PDF et ça variait d'une upline à une autre, donc c'était un peu compliqué. Après ce type d'événement, on a décidé d'uniformiser le système pour l'ensemble de notre équipe. Ça peut paraître bateau aujourd'hui, mais à l'époque, c'était absolument pas évident. Donc ça nous a mis sur la piste de systématiser les choses. Ok. On est à quelle année à ce moment-là? Là, on est en 2014. Ouais, c'est vrai que c'est pas encore. Ouais, là, il y a un peu un déclic, même dans la méthode classique où on peut automatiser certains processus de formation, mais c'est vrai qu'à l'époque, enfin moi j'ai commencé en 2017, c'était beaucoup moins le cas. C'était enfin, c'était moins automatique dans le démarrage. Mais d'autant Ok, que dans le MLM, le temps est compressé. Quand tu fais 1 an de MLM, c'est comme si tu faisais 5 ans d'expérience dans une boîte traditionnelle, tu vois. c'est Donc énorme ça. déjà, faire 2 ans dans le MLM, tu as l'impression d'avoir fait carrière, tu vois. Surtout quand tu es jeune, c'est une grosse partie de ta vie. Tu Ça t'a apporté quoi du coup ces 2 ans? vois. Oh, mais j'ai pas fini de compter en fait tout ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté la plus grosse chose que ça m'a apporté, je pense que c'est de faire sauter mes croyances, de me montrer que c'était possible. Surtout ça, c'est un peu comme c'est Bannister, je crois, Roger Bannister, qui était le premier à courir le mile en moins de 4 minutes. Tu vois. C'est que tous les coureurs qui faisaient cet exercice-là, ils n'arrivaient pas à passer en dessous la barre des 4 minutes. Et certains scientifiques, à ce moment-là, on est dans les années 60-70, je crois, la plupart des scientifiques pensent que c'est humainement impossible de descendre en dessous cette 4 minutes mile, tu vois. Et ça fait à peu près 1,6 km, je crois. Et un jour, tu as Roger Bannister qui fait 4 minutes 2, 4 minutes 1, 4 minutes, 3 minutes 59. Et à partir du jour où il est passé en dessous la barre des 4 minutes, dans l'année, tu as 12 personnes qui ont fait la même chose. Parce qu'il a montré aux gens que c'était possible, en fait. Juste ça, que c'était possible. Et le MLM, moi, ça m'a montré que c'était possible de gagner l'équivalent d'un salaire en travaillant depuis chez soi ou en travaillant différemment. Ça m'a montré que c'était possible même d'avoir de l'abondance. Parce que quand tu fréquentes des uplines américaines dont certains ont fait des millions, bah, tu dis, bah, c'est possible. Je veux dire, moi, les uplines qui faisaient des millions, quand elles venaient en France, elles venaient chez moi, elles venaient même loger chez ma mère. On a mangé des pâtes à 2 heures du matin avec quelqu'un qui aujourd'hui fait plusieurs millions par mois et qui est très très connu dans la sphère du MLM. À ce moment-là, il avait déjà des énormes résultats et le mec dormait de ma piole avec 5 autres potes. Et je me dis, mais c'est comme, je veux dire, c'est comme un cousin. Je veux dire, il est là. Je vois que c'est possible. S'il l'a fait, je peux le faire. Et ce cassage de croyances à la Bannister, c'est ce qui moi m'a le plus apporté dans le marketing de réseau, je pense. Et tu fais une super transition parce que là, tu viens d'insister, et ça s'est ressenti sur le côté relationnel, que tu as mangé un plat à 2 heures du matin avec quelqu'un qui voilà, reste un humain. Et le relationnel, c'est vraiment au cœur du marketing de réseau, du marketing relationnel. Et il y a beaucoup d'objections, voilà, parfois des commentaires sur Facebook, des choses comme ça, même moi, que j'ai pu avoir au début.
Recruter en automatique, marketing relationnel. Du coup, est-ce que c'est compatible? Dans la méthode que j'enseigne, oui. Après, je ne sais pas comment fonctionnent les gens ou la perception qu'ils ont. En fait, ce qu'ils pensent, les gens pensent que parrainer en automatique, c'est je dors toute la journée, je me réveille et j'ai des parrainages dans ma downline et voilà. Hmm. C'est pas ça. En tout cas, moi, c'est pas mon approche parce que je pense qu'il faut préserver le côté humain dans le marketing de réseau. Non, la vérité, c'est que ce que j'enseigne, c'est obtenir des rendez-vous avec des prospects qualifiés en automatique. Et après, je préconise de prendre son téléphone et de closer au téléphone, d'échanger au téléphone et d'accompagner la personne vers le parrainage. Tu vois. Donc là, il y a une création humaine qui se crée. Mais même si on enlève cette étape-là et qu'on parraine effectivement en automatique, ce qui est possible aussi, bah, ça ne change rien parce que il est où le côté humain dans le marketing relationnel? Il n'est pas quand on va prospecter dans la rue et démarcher des gens. Il n'est pas quand on va envoyer des messages à des inconnus sur Messenger ou leur foutre des copier-coller dans tous les sens. Il n'est pas là le côté humain. Le côté humain, il se crée quand tu as quelqu'un qui a adopté ta vision, qui démarre avec toi, que tu lui fais découvrir un nouveau monde et que tu le prends par la main et que tu l'aides à avoir des résultats. L'expérience humaine, elle est avec ta downline ou même ta upline et crossline en fait. Dans le jargon, vous savez, downline, c'est les gens dans ton équipe, upline, c'est les gens dans l'équipe desquels tu es, et Crossline, ce sont toutes les autres équipes, tes concurrents dans la boîte, on va dire, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, l'expérience, elle se crée une fois que les gens ont la même vision que toi, pas avant. C'est, c'est- Donc, c'est- même si tu parais en automatique comme une machine, c'est une fois qu'ils ont démarré que ça devient intéressant. C'est là qu'elle démarre la vraie expérience humaine, selon moi. Non, je partage totalement ton avis, Meryl. C'est vrai que même quand tu t'entends les témoignages aux conventions, des choses comme ça, les personnes, ils sont ultra fiers d'avoir accompagné des gens à s'élever financièrement, personnellement. On dit jamais, oui, j'ai adoré tous les présentations que j'ai fait à des gens qui m'ont dit que c'était pyramidal ou que c'était une secte ou des choses comme ça. Donc, Il est beau le côté humain. je voulais vraiment clarifier ce point-là parce qu'en fait, ce mot-là automatique, il peut faire rêver et certaines personnes, il fait peur, je trouve, à tort du coup, car comme tu l'as dit, le côté humain, c'était avec les personnes qui partagent la même vision que toi. Tu as accompagné cette année, je crois, plus de 200 personnes. Du coup, je pense que comment dire, tu as du recul pour te dire, avec tes méthodes, quel est le type de profil qui va aller au bout et qui va avoir des résultats avec ta méthode, et à contrario, parce qu'il y en a, quel type de profil va pas aller au bout? Ouais, très bonne question. Les personnes qui vont au bout, ça peut être n'importe qui en fait. Dans le sens où pas tout le monde va aller au bout, mais les personnes qui vont au bout, ça peut être n'importe qui. Un peu comme dans l'entrepreneuriat en général, un peu comme dans le MLM, tu vois. Comme dit Eric Worre, pas tout le monde va, mais tout le monde peut. C'est une nuance importante. Bah, parmi les étudiants qui sont allés au bout du programme, c'est à peu près le même profil que ceux qui réussissent dans le MLM de toute façon, qui réussissent dans l'entrepreneuriat de toute façon, qui réussissent dans ce qu'ils entreprennent en fait. C'est plus une question d'état d'esprit de manière générale. Parce que la manière dont tu fais une chose, c'est la manière dont tu fais toutes les choses. Donc, si tu procrastines ma formation, que tu ne vas pas au bout, que tu n'appliques pas les exercices, il y a de fortes chances que tu appliques ce genre de choses également dans les autres aspects de ta vie. Bizarrement, les gens qui vont au bout de mon programme, ce sont souvent des gens qui sont sérieux dans le sport. J'ai pas mal de ceintures noires, étonnamment, d'arts martiaux dans mon programme, tu vois, parmi les mecs. Donc, tu vois, c'est intéressant de voir que ce sont des gens qui vont un peu au bout des choses. Donc, déjà, avoir cet état d'esprit d'être régulier, je crois ils sont très coachables, évidemment. Ils sont très ouverts d'esprit. Ils sont prêts à changer leurs croyances, ils sont prêts à faire des nouvelles choses. Ils ne s'arrêtent pas au premier obstacle, juste ils le contournent, ils deviennent meilleurs. Un peu comme dans un jeu vidéo, quoi. Si tu commençais à lâcher la manette à chaque fois que tu perds, bah, tu n'irais pas bien loin, quoi, parce que l'intérêt, c'est de jouer, de perdre, de recommencer, de devenir meilleur, de perdre, de recommencer, jusqu'à ce que tu sois suffisamment bon pour grandir. Et le jeu vidéo, il ne devient pas de plus en plus facile, c'est toi qui deviens de plus en plus fort. Tu vois. Et je vois vraiment l'entrepreneuriat comme ce type de jeu. Et je crois que les personnes qui réussissent dans mon programme comme partout ailleurs sont des gens qui ont ce type de caractéristiques. La persévérance, ce serait peut-être le mot-clé. Plus que la persévérance, c'est vraiment, dans le jargon, ça s'appelle une boucle d'itération. L'itération, c'est quoi? C'est j'ai un plan, j'avance, et les gens pensent, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, ou même pour ceux qui nous écoutent, mais en gros, il faut imaginer une ligne droite en diagonale. Tu vois. C'est les gens qui démarrent, boum, ils croient que c'est une trajectoire diagonale toute droite. Non, la vérité, c'est que tu avances, et là, tu as un obstacle. Et l'idée, c'est de faire marche arrière, d'étudier un petit peu qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, de corriger, de devenir plus fort, et hop, on remonte. C'est une boucle d'itération.
une boucle où on regarde, OK, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que j'améliore, et boum, on avance. Tu vois. Ok, ok, c'est clair. Donc voilà, c'est clair pour les personnes voilà, voilà, qui avancent, qui réussissent, comme dans beaucoup d'autres sujets. À l'inverse, chez ClickFunnels, que tu connais, donc Russell Brunson, il y a un concept qui s'appelle le Dream Customer, donc identifier qui est son client idéal, son client de rêve, son prospect idéal. À l'inverse, ce serait qui par rapport à ce que tu transmets comme compétences, les gens qui font du MLM, qui n'est pas ton Dream Customer? Est-ce que tu as des caractéristiques de profil qui ne seraient pas ouverts en fait à faire ta formation? Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, des gens qui ont globalement un peu trop d'ego, des gens qui vont pas vouloir. Enfin, ouais, c'est ça en fait. Ça se résume à être fermé d'esprit. Comment je pourrais t'expliquer ça? En gros, c'est que il y a deux types de personnes. Il y a celles qui, lorsqu'elles font un débat, cherchent à avoir tort pour apprendre et accepter le point de vue de l'autre et grandir, ce que j'appelle les personnes ouvertes d'esprit. Et celles, quand elles font un débat, qui cherchent à tout prix à imposer leur point de vue. Et si jamais l'autre n'est pas d'accord, elles vont juste se braquer, ce que j'appelle des personnes fermées d'esprit. Et les personnes qui sont prêtes à avoir tort sont celles qui apprennent le plus, parce que du coup, elles s'ouvrent au point de vue extérieur. Et donc, paradoxalement, les personnes qui sont les plus prêtes à avoir tort sont paradoxalement les personnes qui ont bien souvent le plus raison. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le marketing de réseau qui ont leurs convictions, qui ont leur ego, qui ont peut-être des œillères et qui ne sont pas prêts à avoir tort. Donc, ils sont là, non, on m'a dit de faire comme ça, je fais comme ça et je veux pas savoir ce qui se fait ailleurs. Tu vois. Ou alors, non, je veux réussir par moi-même. Ou alors, je veux pas me former, je veux pas apprendre. Tu vois, le manque de coachabilité, l'ego, fermeture d'esprit, déjà, c'est un profil que je n'attire pas et qui ne seront de toute façon pas intéressés par ce que je propose. Et une autre facette, c'est les personnes qui cherchent vraiment. En fait, globalement, les personnes qui sont juste intéressées par l'argent. C'est étonnant, mais je remarque parmi tous les membres que j'ai, j'en ai très très peu dont la valeur principale est l'argent. La valeur principale de mes étudiants, c'est la liberté. Ils ne veulent pas accumuler de l'argent sur un compte en banque, ils veulent pas entuber les gens pour gagner plus d'argent et être sans scrupule par rapport aux personnes qui recrutent ou autres. Ce ne sont pas des commerciaux à dents longues. Je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir comme ça, mais juste, ce n'est pas ces gens-là que j'attire. J'attire des gens qui veulent croître sainement, avec de la tranquillité d'esprit et gagner en liberté. Tu vois, gagner de la liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent, de ne pas forcément faire un taf qu'ils n'apprécient pas trop, dans le salariat par exemple, avoir de quoi gâter leur famille, leur conjoint, leur conjointe. Et ouais, vraiment cette notion de tranquillité et liberté. Et tout en ayant cette soif d'apprendre et de mieux communiquer, de devenir finalement un meilleur marketeur. Ce sont ces gens-là en général qui viennent. Ok, ok. Pour le deuxième point, c'est intéressant. Et je reviens sur le premier point, du coup. Donc, une personne par rapport à ton premier point qui écrit n'importe quoi à la liste de noms fonctionne très bien. Elle serait pas trop dans ce profil, du coup. Pas forcément en fait, parce que ça dépend comment c'est perçu. Il y a toujours un décalage entre ton marketing et ce que tu apportes vraiment. Je veux dire, par exemple, en ce qui me concerne, quand je dis parrainer en automatique, c'est mon appât pour attirer les gens, pour avoir leur attention. La vérité, c'est qu'une fois qu'ils travaillent avec moi, on travaille sur tellement plus que ça. Mais vraiment, il y a certaines personnes que j'ai accompagnées, elles venaient pour parrainer en automatique. 2 semaines plus tard, on était en train de régler leurs problèmes de couple. C'est à ce point-là, surtout les personnes que je prends en coaching privé. Parce qu'un humain, c'est global, quoi. Si tu ne règles pas ce qui est dans ta tête, dans ta vie personnelle, tu ne peux pas régler ce qui est dans tes affaires. Souvent, les problèmes que tu rencontres dans le business sont des problèmes personnels qui se reflètent dans ton business. Il faut aller à la source et corriger ça. C'est la nature même du coaching. C'est pas ce que je fais avec tout le monde, mais avec ceux que j'accompagne en coaching privé, c'est ce qui se passe. Tout ça pour dire qu'il y a une différence entre comment tu attires les gens, comment tu les intéresses, et après ce que tu leur donnes. L'exemple classique, c'est vendez-leur ce qu'ils veulent et donnez-leur ce dont ils ont besoin. Et j'ai mis longtemps à comprendre ça, mais aujourd'hui, je suis OK avec ça. Je suis OK de vendre aux gens, venez, je vais vous aider à avoir des meilleurs abdos en vous livrant les 5 exercices des bodybuilders. Et dès qu'ils arrivent dans ma formation, le module 1, c'est 5 exercices de bodybuilder. Le module 2, c'est manger des brocolis. Module 3, manger des brocolis. Module 4, manger des brocolis. Tu vois l'idée? Je leur vends les abdos, les exercices de bodybuilder, le truc un peu shiny, le truc qui va attirer leur attention. Et quand ils viennent, je leur donne vraiment ce dont ils ont besoin, manger des brocolis. Donc il y a un décalage entre l'accroche que tu as dans le marketing et ce qu'il y a vraiment derrière. Mais je ne peux pas faire des pubs ou faire du marketing en disant venez, on va manger des brocolis. Ça va intéresser personne. Ils ne vont pas vouloir venir.
c'est pas sexy. Et je suis OK de mettre un truc un peu sexy pour après leur donner ce qu'ils veulent. Mais il faut commencer par le truc sexy. Donc forcément, quand je dis la liste de noms, c'est naze, ou les anciennes méthodes sont mortes. En ce moment, j'ai une pub qui tourne, c'est le MLM est mort sur Sur une fond image vert. très fluo, sur fond Ouais. vert, avec en dessous, entre parenthèses, en tout cas, les anciennes méthodes. J'ai retravaillé sur cette pub ce matin, justement, donc je l'ai bien en tête. Le MLM est mort. Est-ce que je pense que le MLM est mort? La réponse est non. Mais j'attire ton attention pour te dire non, le MLM n'est pas mort, mais les anciennes méthodes sont clairement désuètes, il faut passer à autre chose. Et après, je leur explique vraiment ma vision des choses. Mon but, c'est vraiment d'emmener du marketing dans le marketing de réseau. Parce qu'il n'y a pas pire marketeur que les gens qui font du marketing de réseau. Ils sont bons en réseau, ils sont bons en relationnel. En général, ils ne sont pas bons en marketing. Et c'est justement ça que j'apporte. Donc la personne qui me dit n'importe quoi, la liste de noms n'est pas morte, pas forcément, non. En soi, c'est un concept intéressant d'avoir une liste de noms. Mais ce qui selon moi, est obsolète, c'est d'envoyer des gens au casse-pipe en leur disant va pitcher ta famille et tes amis, tes proches, tout ça. Si tu as un réseau, si tu es influent dans ton réseau et que tu penses que ton produit ou service peuvent aider sincèrement ta famille, bah ouais, la liste de noms, ça te fait des prospects organiques, c'est top, c'est parfait, des prospects à portée de main. Mais la plupart des gens, ils n'ont pas envie d'ennuyer leurs amis, leur famille. Ils veulent gagner de la crédibilité d'abord. Ou tout simplement, ce ne sont pas des gens qui sont qualifiés pour leur MLM. Le vrai débat, c'est est-ce que je veux parler du MLM à des prospects qualifiés, qui ont le bon CV, qui sont les bonnes personnes pour ça, ou est-ce que je veux parler du MLM à tout le monde, même aux gens qui ne sont pas qualifiés? C'est contre ça que je me bats en réalité. Donc la liste de noms, en vérité, je le prends comme étendard. On appelle ça un épouvantail, je crois, en psychologie. Juste, je dresse l'épouvantail en disant ouais, il faut attaquer les listes de noms. La vérité, c'est que les listes de noms, elle m'a rien fait, je m'en fous. Mais c'est les concepts derrière qu'il faut saisir. Et donc là, il y a un peu l'étendard, enfin, tu attires l'attention avec voilà, des pubs vert fluo. Derrière, c'est quoi du coup, c'est quoi les autres modules, les autres brocolis ou les autres conseils autres que des abdos en 5 exercices? C'est quoi les autres domaines d'un point de vue au plus large, quoi? Je vais donner trois exemples. Le premier qui est assez évident, c'est je vais t'enseigner techniquement comment créer un funnel, tout ce qu'il y a derrière les funnels, comment faire un funnel marketing. Qu'est-ce qu'un funnel déjà? Donc un tunnel de vente. Je t'ai expliqué cette notion de comment faire passer des visiteurs en prospects, des prospects en candidats, des candidats en clients ou en partenaires. Toute cette psychologie des funnels, c'est une des stratégies que j'enseigne d'un point de vue donc stratégie, comment ça fonctionne, et d'un point de vue technique, comment on met en place clic par clic ces systèmes. Donc, j'ai pas mal de tutoriels sur les outils. Donc, ça, c'est un des modules que je propose, par exemple, enfin, un des thèmes dans mes formations. Un deuxième qui est un peu plus caché, c'est qu'on va parler beaucoup de storytelling. On va parler beaucoup de l'art de se présenter, de l'art de raconter des histoires. Finalement, ce qui est derrière le storytelling, c'est comment parler aux émotions de son prospect. Pourquoi on parle aux émotions? Parce que le portefeuille de vos prospects est bien plus près de leur cœur que de leur tête. Donc, si vous voulez toucher leur portefeuille, il faut toucher le cœur d'abord, pas la tête. Alors que la plupart des gens sont dans la dynamique inverse. Donc, voilà, comment convaincre avec les émotions, comment convaincre tout court, comment vendre finalement. Donc, ça, pour moi, c'est un des brocolis, apprendre à vendre. Mais encore une fois, je ne peux pas faire des publicités ou dire au grand public venez, je vais vous apprendre à vendre, je vais vous apprendre le marketing. Ça serait déjà très prétentieux, ce serait mal amené, ce ne serait pas très accrocheur. Donc, mais c'est pourtant ce dont on parle. Et le troisième exemple, là, c'est plutôt en général en séminaire, on travaille là-dessus. En séminaire, on fait des choses incroyables, on va vraiment en profondeur. Je suis quelqu'un de plutôt introverti qui aime bien avoir des relations de qualité, aller en profondeur dans les choses. Donc les séminaires, pour moi, en présentiel, c'est des occasions justement de prendre les gens, d'aller en profondeur sur un sujet, de passer 1 heure sur un sujet spécifique qu'au moins on va maîtriser. Et en séminaire, il n'est pas rare qu'on travaille sur par exemple, les priorités intrinsèques, les valeurs hautes. Ça, c'est le travail du docteur John DeMartini. C'est de comprendre qu'est-ce qui les drive réellement. Parce que quand on comprend quelles sont nos valeurs hautes, qu'est-ce qui est important dans notre vie, une fois qu'on comprend ça et qu'on maîtrise ça, ça nous permet de ne plus procrastiner, de travailler en étant plus épanoui et d'avoir vraiment une vie qui nous inspire davantage. Donc ça, c'est vraiment un peu de l'ordre du mindset. J'aime pas trop le terme, tu vois, c'est ultra galvaudé, mais il y a un gros travail là-dessus parce que, comme dit Tony Robbins, dont j'apprécie beaucoup les séminaires, le succès, c'est 80% de psychologie et seulement 20% de mécanique. Donc les brocolis, c'est la psychologie. D'ailleurs, j'avais une question. Tu as marché sur les braises à la fin de la convention de Tony Robbins? Ouais, c'était top. Franchement, quand je suis sorti de l'hosto 3 semaines après, je me suis dit, avec le recul, c'était une super expérience.
Quand tu es sorti de l'hosto 3 semaines après la conférence. Ah, ok, Non, d'accord. c'est une blague, ça s'est très bien passé. J'ai marché sur les braises. Parce que souvent, la première Ouais. question, c'est mais ça Ouais, t'a ça pas va, ouais. brûlé, t'as pas été à l'hôpital? Non, c'est très très bien passé. C'était une super expérience, hein. Non, mais c'est une question que j'avais. J'ai vu tellement de fois cette expérience auprès de plein de personnes qu'on a forcément envie de demander ça, alors que je suppose que tu as tiré plein d'autres choses de ça. C'est intéressant, les séminaires. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce concept, à faire ce genre d'événement? Et quelle valeur ajoutée tu veux apporter à tes clients entre l'avant et l'après ces séminaires? C'est quoi vraiment ton but? Ce qui m'a amené à faire des séminaires, c'est parce que j'aime ça déjà. Le marketing de réseau, ça m'a révélé justement des facettes de moi, donc celle du côté un peu parler en public, le côté un peu prof. On me dit souvent que j'ai un côté prof, tu vois. Donc forcément, faire des formations en ligne, faire des séminaires, ça venait naturellement, quoi, finalement. Donc simplement, en testant, je me suis rendu compte que c'est là où je surkiffais. Et quand tu aimes quelque chose, donc tes valeurs hautes, ce dont je parlais juste avant, quand tu aimes quelque chose, en général, tu es meilleur dans ce domaine-là et c'est là où tu es le plus investi, c'est là où tu apportes le plus de valeur ajoutée. Idriss Aberkan parle de la matrice Love Can Do. En clair, plus tu aimes quelque chose, plus tu y accordes de l'attention, de l'énergie, meilleur tu es. Et donc, plus tu aimes, et donc meilleur tu es. C'est un cercle vertueux qui te différencie de la majorité des gens. Donc, voilà comment ça m'est venu les séminaires. C'est un exercice intéressant de se poser la question de qu'est-ce que j'aime faire. Maintenant, qu'est-ce que je leur apporte? C'est différent en fait. Il y a une différence entre suivre une formation à distance et vraiment venir connecter avec des gens, s'imprégner de l'environnement. Et juste, je peux te dire la même chose à tes souhaits. Merci. Je peux te dire, il fait pas bon vivre d'éternuer en ce moment. Tu devrais te méfier de ça. J'aime pas trop. Je suis dans le nord à Lille à plus, donc. Les... très jolie ville. J'ai fait mes études là-bas, tu vois. Les gens, tu peux leur dire la même chose dans un bouquin, dans une formation en ligne ou dans un séminaire. Même si tu dis la même chose, ils vont pas le recevoir de la même manière. En séminaire, les gens sont vraiment en immersion, ils sont beaucoup plus attentifs. Je les fais travailler aussi souvent sur le champ, tu vois, qui est un côté pratique. À mon dernier séminaire, le troisième jour était dédié au passage à l'action. Tu vois, c'est que les 2 premiers jours, il y avait toute la stratégie. Le troisième jour, en plus petit comité pour les VIP, c'était passage à l'action. À 9h, on rentre dans la salle. À 9h30, il y en avait la moitié qui était en train de tourner leur vidéo. Tu vois. Donc, c'était vraiment application concrète. Mais au-delà de ça, c'est venir chercher un déclic. Ils vont apprendre beaucoup de choses. En fait, ils vont apprendre trop de choses par rapport à ce qu'ils sont capables d'emmagasiner. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup trop d'informations. Tu ne peux pas être sur tous les fronts. Mais l'idée, c'est d'arriver devant ce buffet et de se dire tout ça, c'est à la bon, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je me fais ma petite assiette, puis après, c'est parti, quoi. Et la vraie chose qu'ils apprennent, c'est ce déclic de. Avant le séminaire, ils ont du doute, ils n'ont pas de clarté, ils ne savent pas trop dans quelle direction aller. Ils ont besoin d'être rassurés, besoin de se remotiver parfois. Ils arrivent à la fin du séminaire, ils ont un plan d'action concret, ils sont déjà mis à l'œuvre, ils ont de la clarté, ils ont confiance en eux. Et avec quelques exercices neuro-émotionnels sur lesquels j'ai fait travailler, ils sont sûrs d'eux, mais non seulement dans le mental, mais vraiment dans le corps, dans les émotions. Ils ont cette certitude. Tu vois. Donc, je dirais que c'est ça à l'avant-après. C'est quand le prochain? J'espère bien que c'est le 30-31 janvier 2021. Allez, on enregistre, là, on est 3 mois en avance. On verra. Ça dépend des conditions sanitaires, évidemment, mais on va tout faire pour pouvoir maintenir cet événement. Ouais, bah, je vais éviter d'éternuer alors pour propager la Mais panique si qui tu veux, t'empêcherait si tu ça. veux venir faire un tour, ce sera avec grand plaisir. Ce sera à Paris? Ouais, a priori, ouais. Ok. Alors qu'on a parlé du coup des objections, l'aspect automatique relationnel, est-ce que tu as d'autres objections de distributeurs par rapport au système que tu enseignes? Ben, en fait, ouais, c'est une très bonne question. Le truc, c'est que la plupart des gens que j'ai au téléphone sont des prospects très, très qualifiés. Donc, ils n'ont pas vraiment d'objections, ils ont juste besoin d'être rassurés. Je suis vraiment en contact beaucoup avec des gens qui sont déjà convaincus. Parce que mon business model, c'est que j'ai une formation en ligne offerte, ce qu'on appelle un webinaire dans le jargon. Donc, en gros, c'est une formation en ligne ou un enregistrement de formation en ligne. Euh, J'enlève ce que je viens de dire. J'ai dit formation en ligne, c'est pas le bon terme. Parce que ce que j'appelle formation en ligne, ce sont des produits payants. Non, là, c'est une conférence en ligne offerte, un webinaire, où en gros, pendant 1h30, je vais pouvoir me présenter et installer mon autorité.
donner de la valeur pendant à peu près 1 heure. Et la dernière demi-heure de la conférence, je leur propose de rejoindre la communauté Funnel Network, mon programme. Donc, juste là, mon assistante qui m'a offert cette bannière pour la dernière immersion. J'étais très content de l'avoir. Elle est belle. Elle est très jolie. Mon assistante la bannière, pardon, excuse-moi. Les deux. Du coup, voilà, à la fin, je pitch pour que les gens rejoignent le Funnel Network, ceux qui sont intéressés. Et donc, ce qui fait que après cette conférence en ligne, la plupart des gens savent qui je suis, je leur ai déjà donné plein de clés et ils savent à quoi ressemble mon programme. Donc, en général, ils ont des questions sur le programme et sur comment ça va se passer. Maintenant, les autres objections, en fait, je les lève pendant la conférence, quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, du coup. Très bien, très bien. D'ailleurs, je recommande, au-delà de la valeur ajoutée qu'il y a pendant tes conférences en ligne, du coup, on passe un bon moment. Tu sais bien, une petite touche de rigolade et tout, ça c'est chouette. C'est bien, c'est bien d'avoir une patte comme ça. J'avais Ah oui, un terme qui revient souvent. Alors, tunnel de vente, duplication, et la clé du MLM, c'est le fait d'être duplicable. Du coup, tunnel de vente, duplication, comment ça se passe? Je crois que les tunnels de vente sont beaucoup plus duplicables qu'encore une fois, envoyer des débutants en marketing au casse-pipe en allant pitcher leurs amis et leur famille. Un tunnel de vente, c'est duplicable. C'est duplicable parce que Enfin, c'est ça la question, c'est est-ce que c'est duplicable? Tu vois, Ouais, qu'est-ce que tu dis aux personnes? Ouais, mais moi j'ai un système, voilà, est-ce que c'est duplicable ton truc Meryl? Ça m'a l'air bien, ok, moi je peux le faire, mais est-ce que je peux enseigner ça à mes équipes, tu vois? Est-ce que c'est duplicable? ouais. Pour que ce soit duplicable, il faut juste que ce soit des étapes simples que monsieur et madame tout le monde puissent faire. En l'occurrence, un tunnel de vente, ça s'importe d'un compte à l'autre en genre 2 clics. Voilà, c'est très très facilement personnalisable. Donc oui, c'est duplicable. C'est duplicable. Après, euh, est-ce que ça va convenir à tout le monde? Pas forcément. Je recommande d'utiliser les tunnels de vente comme une corde supplémentaire à son arc, comme une manière de toucher un marché qu'on n'aurait pas touché autrement. Si vous êtes à l'aise avec la liste de noms, si vous êtes assez extraverti, si vous êtes suffisamment compétent pour trouver des gens ailleurs, ça serait dommage de s'en priver. Je dis juste que les tunnels de vente, ça permet de toucher à des gens et d'avoir de la visibilité sur des gens qu'on n'aurait pas connus autrement, en fait, notamment avec la publicité, par exemple. Donc, c'est juste une méthode différente pour avoir davantage de résultats. Quant à la duplication, avec un tunnel de vente, il n'y a pas que l'aspect tunnel de vente, il y a aussi l'aspect, on peut créer un espace membre en fait avec les outils de tunnel de vente. C'est-à-dire une formation en ligne cette fois-ci où tu as module 1, module 2, module 3 et dedans tu mets ce que tu veux. Donc je veux dire, pour dupliquer, avoir un espace de connexion où les membres peuvent venir et suivre ton système comme une sorte de cours en ligne, il n'y a rien de plus duplicable que ça. Nous, je connais beaucoup de compagnies où les gens, il faut qu'il y ait quelqu'un en face et il y a un échange, etc. Ce qui peut être un plus, mais au bout de 3 jours, on a perdu ce qu'on voulait dupliquer. Celle-là, c'est vraiment la source. Tu as une formation en ligne, c'est la même pour tout le monde. Après, on peut rajouter des coachings éventuellement si besoin, mais voilà, le socle, il est solide. Donc là-dessus, c'est extrêmement duplicable. Je partage à 100% ce que tu viens de dire et j'en ai fait l'expérience, c'est que pendant 2 ans, je faisais des rendez-vous de démarrage de 2 heures où, ok, j'avais un livret avec un système, etc. Et quand j'ai découvert que je pouvais créer vraiment un espace membre où j'avais une mission par jour, etc. et je pouvais avoir un feedback global sur chaque partie, je trouvais ça beaucoup plus duplicable parce que si tu fais une vidéo, tu dis la même chose à tout le monde. Tu pars pas dans tous les sens Ah ouais, et puis tu peux la comme j'ai pu le travailler, la faire. mettre à jour, tu peux faire plein de Ouais, choses, tu vois. Et rien ne t'empêche de prendre un appel, peut-être de seulement 15 minutes, avec les gens qui ont terminé les vidéos pour c'est répondre à ça. leurs éventuelles questions. Tu vois, tu peux être très créatif après. Et ça, tu gagnes du temps, hein. C'est un gain de temps assez incroyable de pas se Et puis, répéter. tu parles de gain de temps, on ne parle pas de toutes ces personnes pour qui tu vas prendre 2 heures à les former, plus des heures en plus pour les coacher, les aider, etc. Et qui, au bout de 15 jours, vont dire non, mais finalement, le marketing de réseau, c'est pas pour moi. Tu perds 3 heures comme ça pour chaque Qui, fi- personne. Tu deviens fou, quoi. qui finalement passe pas à l'action. Ou alors il y a Ah l'effet oui. inverse. Et tu peux avoir aussi, ça m'est arrivé, hein. T'as un rendez-vous démarrage de 2 heures et en tant que client, tu as envie que l'autre passe à l'action. Mais peut-être que l'autre n'est pas prêt tout de suite à sortir son téléphone et appeler son cousin qu'il n'a pas parlé depuis 3 ans pour lui vendre son plan de REM, tu vois. Et ouais, enfin Tellement c'est. malaisant, ça, comme Ouais. situation.
Allez, Mais appelle. j'ai pas été trop traumatisé, moi, puisque j'étais déjà bien imperméable à la négativité à ce moment-là. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont été traumatisés dans le marketing de réseau de prendre le téléphone. C'est en 2018, 2019, 2020, plus personne ne s'appelle, tu vois. Et là, tu prends ton téléphone, tu commences à appeler les gens en disant ah, j'ai un concept pour toi. 2 semaines avant, ils t'ont vu complètement arraché en boîte de nuit. Je veux dire, après, on s'étonne que ça ne fonctionne pas comme système. Tu l'as passé rapidement ton premier appel quand on t'a dit d'appeler? Ah, mais moi, on m'a rien dit du tout, hein. On était les premiers en France, quasiment. Ah, ok. On m'a expliqué le truc. On m'a parlé du marketing de réseau. Mon parrain, qui a fait le numéro 2 de la boîte, du coup. En gros, il y avait moi, le numéro 3, mon parrain était numéro 2 et le parrain de mon parrain était numéro 1. C'est grosso modo, on était comme ça, une petite brioche. Pas une brioche, une brochette. C'est un lapsus. La brioche, c'est moi. Non, là, c'était une brochette, tu vois. Et, euh, et en fait, mon parrain, il m'a expliqué le marketing de réseau. On lui avait expliqué en terrasse à Reims, place d'Arlon. Mon parrain était complètement bourré, il avait compris que la moitié. Et le lendemain, quand il me l'a réexpliqué, il avait oublié l'autre moitié. Donc, ça m'a donné des explications un peu confuses, mais je me suis quand même lancé. On m'a donné 2-3 PDF en anglais, une vidéo de 5 minutes qui expliquait 2-3 trucs. On m'a dit voilà, tu as un couteau, tu as 2-3 lianes, tu te débrouilles, tu vas faire une cabane. Je fais, ok, bah, j'y vais. Et du coup, j'ai bricolé. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Bah, j'ai pris 2-3 notes. J'ai fait mon propre petit PDF. Après, on a mis en commun nos trucs. Et voilà, on a bricolé comme ça jusqu'à avoir plus ou moins notre système. Et on n'avait pas un truc ultra établi. C'est nous qui l'avons créé. Mais finalement, ce que je déduis de tout ça, c'est que quand tu as la bonne personne, quand quelqu'un est suffisamment déterminé, il s'en fout de ton système, il s'en fout de tes PDF. C'est pas grave si tu expliques le marketing de réseau n'importe comment. C'est pas grave si tu le formes pas comme il faut. À partir du moment où il y a l'étincelle et que la personne, c'est la bonne personne, elle te fera des miracles quoi qu'il arrive, tu vois. Et à l'inverse, tu peux avoir le meilleur système du monde. Si en face de toi, tu as un branquignol qui fera jamais rien de sa vie, désolé pour lui, bah, tu pourras pas l'aider. Tu peux pas sauver les gens qui veulent pas être sauvés. Tu peux pas aider les gens plus qu'ils ne veulent être aidés. Ça fait sens. Hmm. Ouais, il faut que les personnes ont un pré-désir à faire ce que Je tu crois que le proposes, gros, quoi. excuse-moi, je crois que le gros travail, parce qu'on pense souvent à fais ci, fais ça, voici comment ça fonctionne, machin, on leur parle encore une fois au mental. Et je crois que le gros travail, qui est sous-évalué, c'est de donner l'étincelle aux gens, de leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'ils devraient faire ça, et de leur faire comprendre que oui, ils peuvent le faire, de les connecter à leurs aspirations profondes, et de vraiment bah, leur donner cette flamme pour que eux, ils viennent te dire, je suis trop chaud, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah, alors, tu fais ça, ça, ça. Ok, qu'est-ce que je fais ensuite? Bah, tu fais ça, ça, ça. Tu vois que la personne soit demandeuse, plutôt que de gaver quelqu'un, juste lui donner l'appétit, en fait. Tu aurais une C'est beau, astuce hein. pour... c'est beau, je suis ému un peu là. Et on va continuer dans les métaphores. Tu parles beaucoup de flamme, allumer la flamme chez l'autre. Donc du coup, comment tu allumerais la cigarette du coup? Aujourd'hui, je ferai une bonne séance de coaching euh, où j'irai chercher ce qui est vraiment important pour la personne, vraiment aller la chercher en profondeur, en lui faisant se poser des questions qu'elle ne se serait jamais posées, et vraiment de la connecter à ce qui est important pour elle. J'utiliserai peut-être un autre outil comme la visualisation. Tu sais, je te parlais d'exercices neuro-émotionnels. C'est ces exercices où tu te projettes pendant 20-30 minutes. Ok, qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Je me vois, je visualise, tu vois, et les aider à faire ce travail interne. Ça, pour le coup, je sais pas, c'est très duplicable, pas forcément simple à faire. Mais en fait, pour résumer, j'aimerais que ça vienne d'eux, quoi. Je les coacherai. Parce que le coaching, par définition, c'est pas apporter des réponses aux gens. C'est leur soulever les bonnes questions. Et plutôt que d'être là en mode prof, justement, fais ci, fais ça, donner des réponses, je leur poserai des questions sur OK, qu'est-ce qui est important pour toi? Pourquoi tu as décidé de rejoindre le marketing de réseau? Ah, bah, parce que je veux être libre financièrement. OK, ça veut dire quoi libre financièrement pour toi? Bah, ça veut dire gagner 10 000 euros par mois. Pourquoi tu veux 10 000 euros par mois? Bah, parce que je veux pouvoir quitter mon patron et puis faire ce que j'aime. OK, pourquoi c'est important pour toi de faire ce que tu aimes? Ce que tu aimes? Parce que je vois pas mon mari et je vois pas mes enfants. Et en quoi c'est important pour toi? Parce que sinon j'ai l'impression d'être une mauvaise mère. Pourquoi tu as l'impression d'être une mauvaise mère? Parce que moi, mes parents, puis boum, 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 patatras, la personne, voilà, après tu es en profondeur, tu rentres dans les choses intimes, et là tu connectes vraiment à quelque chose de beaucoup plus profond, plutôt que les superficiels 10 000 euros par mois ou liberté, je ne sais quoi. Alors qu'au fond, la personne, la seule chose qu'elle veut, c'est être une bonne maman.
Je suis content que tu partages ça car ça casse un peu oh, c'est le Meryl, c'est le monsieur des pubs qui veut recruter en automatique et enlever l'aspect humain c'est ultra puissant. C'est que c'est pas parce qu'on enlève la liste de contacts enfin, ou alors qu'on la diminue en tout cas qu'il y a plus d'aspect humain, quoi. En parlant toujours un peu on a employé le terme tout à l'heure de négativité. Moi j'avais une question un peu plus voilà, personnelle, dev perso. Je pense que voilà, les gens qui nous écoutent font du MLM, donc ont dû, sinon ils ont beaucoup de chance, ont dû un peu subir de rejet de leurs proches, amis ou alors du marché froid. C'est quoi la différence entre ce rejet-là et de subir des insultes ou du rejet, en tout cas d'inconnus sur Facebook, par exemple, ou des publicités ou voilà, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Ouais, ouais, il y a une différence énorme. Ça fait beaucoup plus mal d'être rejeté par quelqu'un que tu considères comme un ami ou un membre de ta famille que par un inconnu qui t'insulte au hasard, tu vois. Ça fait beaucoup plus mal de se prendre un rejet. Enfin, c'est plus douloureux de se prendre un râteau par une nana que tu dragues et qui te plaît vraiment qu'un match Tinder qui n'a pas validé. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ok. plus c'est proche, plus c'est douloureux. Maintenant, ça reste du rejet et le marketing de réseau est une super école pour ça. J'ai fait deux écoles, moi. J'ai fait le marketing de réseau et la vente en porte-à-porte. Et Grant Cardone, le célèbre marketeur américain, dit que ce sont les deux meilleures écoles pour la réussite, en fait. Parce que je pense que les deux t'apprennent le rejet. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Du coup, tu as de l'expérience dans ça et je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent ont plus d'expérience que la moyenne et c'est en ça que le marketing de réseau, c'est comme tu disais, que ça fait, que c'est comme si tu faisais 5 années ailleurs, quoi, un an. Ouais. Ça, Bah, j'ai un bac plus 5 en rejet, hein. Donc, très bon bac. Très, très bon bac. plus 10 même, non? Ouais, je suis Un passé un doctorat? doctorat, ouais. Ouais, je suis en train d'écrire une thèse là-dessus. Euh, y a- C'est intéressant. Le vrai rejet, enfin, c'est super intéressant. Moi, ce que j'adore, c'est les haters, par exemple, sur les pubs Facebook, tout ça. J'en ai fait un podcast là, il n'y a pas longtemps. C'est qu'est-ce que ça t'évoque vraiment? Enfin, quand les gens te rejettent, qu'est-ce qui te touche et qu'est-ce qui te touche pas? Et c'est vraiment un miroir de quels sont tes propres points de faiblesse un petit peu, tu vois. C'est de très très bonne thérapie, les haters, je trouve. J'ai hâte. Avant de te poser la question rituelle de la fin de chaque épisode du podcast, j'avais une question assez technique. Comment tu conseillerais? Aujourd'hui, il y a un leader dans MLM. Il a une grosse équipe qu'il a drivé avec des méthodes de prospection traditionnelle classique. Il découvre ton truc. Il commence à avoir il dit, ah ouais, c'est bien ce qu'il fait Meryl, je vois la plus-value, etc. Comment tu lui conseillerais de communiquer avec des personnes enfin, qui l'ont rejoint, ils n'ont pas rejoint pour ça, mais en tout cas qui ont été formés avec des méthodes de prospection classiques? Bah, comme je disais tout à l'heure, je parlerai des tunnels de vente comme une corde supplémentaire à leur arc, en fait. Je ne suis pas sûr que je baserai toute ma méthode juste sur les tunnels. Parce que, quoi qu'on en dise, il y a quand même du potentiel dans le marché chaud. Le marché chaud, donc amis, proches, famille, etc. C'est comme sur le web, tu as le trafic organique, les gens que tu vas toucher par ton contenu, et le trafic payant, les visiteurs que tu vas attirer. Et je crois que ce serait une erreur de faire que du payant et pas d'organique, parce qu'il y a quand même de l'argent dans l'organique. En marketing de réseau, c'est la même chose. Oui, il y a beaucoup d'argent dans le marché froid. Il y a infiniment plus d'argent dans le marché froid, les gens qui ne te connaissent pas, que chez les gens qui te connaissent. Parce que les gens que tu connais, c'est quelques centaines, quelques milliers de personnes. Le marché froid, c'est quelques millions ou dizaines de millions presque. Donc forcément, il y a plus d'argent dans le marché froid. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à dompter le marché froid. Mais ça serait peut-être un peu dommage de s'asseoir pour autant sur le marché chaud. Le seul truc, c'est qu'il faut apprendre à le faire. C'est ça aussi qu'on voit. C'est comment te mettre en posture et d'attirer les gens à toi plutôt que d'aller les pitcher. Parce que peut-être que dans ta famille, tu as des gens qui seraient top en marketing de réseau. En fait, il y a très régulièrement des histoires de cousins ou de frangins ou de frangines qui font du super travail en MLM. Mais justement, c'est tout le travail est de qualifier la personne. Ce que je dis, c'est que si tu es au repas de famille et que tu commences à pitcher Tata Janine parce que tu veux lui refourguer ton produit, ce n'est pas la bonne attitude. Par contre, faire un peu de MLM dans ton coin, découvrir que c'est un concept génial, peut-être faire tes premiers euros et commencer à le dire au compte-gouttes autour de toi, voir qui c'est qui s'intéresse, qui c'est qui ne s'intéresse pas. Tu vois, si tu es en réunion de famille et que tu dis ah bah moi j'ai lancé une petite activité à côté du taf, ça fonctionne pas mal, bon je suis mon petit bonhomme de chemin, tu vois.
Il y en a, ils vont dire, ah bah c'est cool, tu me repasses un peu de fromage s'il te plaît. Voilà, tu sais que c'est pas tes prospects idéaux. Par contre, si tu as un cousin qui dit, ah ouais, c'est quoi, ça a l'air cool, bah tu dis, bah on en reparle à la fin du repas, si tu veux. Et là, tu vas voir, tu vas tester l'intérêt, encore une fois, et tu vas présenter ton MLM qu'aux personnes qui auront presque postulé pour en entendre parler. Tu vois. Ça se mérite d'entendre parler de cette opportunité-là. Donc, c'est comme ça que j'aborderai les choses. Donc, pour répondre à la question, j'enseignerai les méthodes traditionnelles, mais enfin, pas les méthodes traditionnelles du coup, mais juste comment bien approcher son marché chaud, parce qu'il y a de l'argent à faire, et comment apprendre ensuite à conquérir le marché froid. Et dans tous les cas, le point commun entre les deux, c'est apprendre le marketing d'attraction, apprendre à attirer des prospects qualifiés plutôt qu'à chasser des gens qui n'en ont rien à faire, et vraiment apprendre le marketing de manière générale, parce que les tunnels de vente ne vont pas vous sauver. Les tunnels de vente, ce n'est pas facile à mettre en place. Oui, ça peut être un système automatisé. Oui, ça peut être très puissant, très scalable, comme on dit, c'est-à-dire ça peut grandir à l'échelle. Mais si tu es nul en marketing, si tu n'es pas doué là-dedans, bah, ça ne fera pas grand-chose. Les tunnels de vente, ce genre de système, ce sont des multiplicateurs. Sauf que 0 fois 100, ça fera toujours 0. Par contre, 2 fois 100, ça fait 200. Donc, il faut déjà avoir quelques bases avant de se lancer dans les tunnels de vente. Et si tu n'as pas de base, dans le programme Funnel Network, on les voit, ces bases-là, évidemment. Mais voilà ce que je répondrais à quelqu'un dans cette situation. Quand tu dis des bases, c'est des bases déjà de connaître un peu ce que c'est le marketing de réseau, les invitations, les contacts, l'aspect humain. De quelle base tu parles? Je parle des bases en marketing de manière plus générale, toi. De, de ne pas aller embêter les gens, d'apprendre à communiquer efficacement, d'apprendre à s'intéresser sincèrement aux gens, l'avatar, créer une offre, et évidemment les bases du marketing de réseau, connaître comment fonctionne le plan de rémunération, le marketing de réseau, comment le présenter, ce genre de base, ça peut être utile aussi, évidemment. Ok. Meryl, là, dans 30 secondes, tu vas te téléporter devant le Meryl qui vient de commencer le marketing de réseau. Ça, il a à fond dedans, il a la tête dans le guidon, etc. Il bosse. Tu as 30 secondes pour lui adresser un message, mais vraiment 30 secondes. Et par rapport au marketing de réseau en général, qu'est-ce que tu lui dirais? Fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes et amuse-toi. Et le jour où où ça ne t'amuse plus, arrête pour faire ce que tu aimes. Et si tu as peur de quitter Sciences Po, juste fais-le. Ça marche. Top. Meryl, on arrive à la fin de cet épisode. Je voulais te remercier beaucoup. Je t'ai découvert moi, en début d'année. J'ai découvert toutes ces nouvelles techniques aux USA et après j'ai assisté à un webinaire. Donc je trouvais ça génial qu'il y a un peu un mouvement qui se lance et qui est lancé en France. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelqu'un qui nous écoute et qui ne te connaît pas? Vous tapez Miel Camus sur Google et si j'ai bien fait mon taf, normalement vous devriez me retrouver assez facilement. Et sinon, mon site et tout mon travail, c'est ça, le Funnel Network. Funnel comme un tunnel de vente et network comme Ouais. network marketing. Donc ouais, tu peux me trouver sur Google. Ok. Funnel, F-U-2-N-E-L, si jamais il y a des personnes qui ne connaissaient pas le terme. Merci. Mer- Mais si j'ai vraiment bien fait mon taf, tu me connais déjà parce qu'on envoie niveau publicité de toute façon. Ouais, c'est Et vrai, j'espère ouais. que tu fais pas partie des haters si tu me regardes. Sinon, ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger. Ah si, il y a peut-être la personne qui a écrit ce que je disais au T'en as début. encore un? Papier. Bon, j'en avais un dernier, c'était alors du web marketing vous proposez rien à voir avec le MLM. Mais ça a tout à voir. Ça a tout à voir. C'est du marketing, c'est de la persuasion. Ça a tout à voir. Dans multi-level, c'est pas le multi-level machine, c'est multi-level marketing. Marketing. Allô, marketing. Bien sûr, c'est le même mot. Réfléchis. Excuse-moi. Peut-être qu'il nous écoute, si tu nous écoutes, monsieur ou madame, je sais plus, tu nous le diras. Salut Meryl, à la prochaine. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, Guy. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu es intéressé pour découvrir comment des nouveaux distributeurs américains atteignent le top de leur plan de rémunération sans devoir faire des listes de contacts, sans devoir contacter des inconnus sur les réseaux sociaux et sans contacter leurs proches, alors je t'invite à cliquer dans le lien en description où tu accéderas à une série de vidéos sur 5 jours pour découvrir ces nouvelles méthodes. Ciao!